centralite. Et nous avons le remède. C'est quand même incroyable, c'est nous qui allons sauver la France. Et effectivement, alors, je vais vous donner quelques exemples parce que je crois qu'il n'y a que les exemples qui permettent véritablement d'illustrer ça. Et quand j'ai été élu député en 2012, j'avais fait une réunion avec des médecins dans le coin de Ploërmel, et tous m'avaient dit, oh là là, là, on va avoir des problèmes, on est à l'orée des déserts médicaux, on n'arrive plus à trouver des gens pour nous remplacer, etc., etc. Donc, moi je prends mon courage à deux mains, et je pose une question à la ministre de l'époque, Marisol Touraine, sur les déserts médicaux. Et là, je reçois une réponse, heureusement que j'étais assis. Il me dit, ah mais ne vous inquiétez pas, monsieur le député, tout est sous contrôle, vous verrez, ça va se solutionner dans les années à venir. Et là, tu te dis, ah oui d'accord, ils ne veulent même pas voir le problème. Et donc, j'ai continué évidemment à l'embêter, cette pauvre dame, parce que je lui ai refait une question 2 ans après à peu près. Je lui ai dit, ben voilà, j'étais un peu plus raide. Je lui ai dit, madame la ministre, si vous voulez régler le problème des déserts médicaux, vous avez 2 solutions. Soit vous sectorisez les médecins comme les pharmaciens et les infirmières. Alors là, elle s'est retournée, elle m'a regardé. Soit vous faites sauter le numerus clausus. N'ont fait ni l'un ni l'autre. En fait, il a fallu arriver en 2022, quand il n'y avait plus du tout de majorité à l'Assemblée, pour que les députés de campagne se mettent ensemble, tous bords confondus, fassent une loi, et là le gouvernement a dit bon, on va bouger. Donc ils ont fait eux-mêmes une loi, et c'est comme ça que le numerus apertus a été, numerus clausus est devenu numerus apertus, et il a été augmenté. Mais que de temps perdu. Et en fait, les médecins attiraient déjà l'attention, un certain nombre. Cette campagne, évidemment, pas forcément ceux des villes, déjà bien avant 2012. Donc on voit bien que ce pouvoir-là n'est pas capable de prendre en charge les problèmes spécifiques qui se posent. Alors il y en a d'autres, hein, parce que quand je vois, par exemple, on pourrait parler de la PAC, la politique agricole commune. Comment faire évoluer notre agriculture? C'est un sacré problème. Une agriculture qui s'est montée dans les années 70, grande réussite économique à l'époque et sociale. Au niveau culturel et environnemental, on ne peut pas en dire autant. Comment on fait évoluer ce modèle pour qu'il y ait de moins en moins de problèmes, en particulier environnementaux? La région avait mis les mesures agro-environnementales et climatiques. On avait réussi à arracher ça, les fonds européens descendaient directement et nous, on pouvait payer les agriculteurs. Une ferme sur 5 avait été conventionnée. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils remplaçaient le soja par des matières azotées, du trèfle, de la luzerne. Et donc, ça permettait tout simplement d'être plus autonome dans la ferme, de ne plus avoir du soja fait avec des OGM et du glyphosate au Brésil. Et comme ça, tout le monde s'y retrouvait. L'État a voulu récupérer les MAEC. En tant que député, il a fallu que je pose 2 fois au moins la question à Genevard pour qu'elle paye réellement les MAEC. Et aujourd'hui, il faut renégocier la PAC. On nous dit, ah ben il n'y aura plus de MAEC. Donc en fait, il n'y a pas de volonté politique à ce niveau-là d'aller dans ce sens-là. Alors ce que je dis, les fonds européens, c'est pas compliqué. Dans les autres régions, les autres pays qui nous entourent, les fonds européens, ils arrivent directement aux régions. Pourquoi c'est pas le cas chez nous? Sachant que quand vous regardez, alors c'est vrai que les questions agricoles me passionnent, je suis un ancien agriculteur, mais quand vous regardez la façon dont la France est construite, évidemment, nous n'avons ni les mêmes structures, ni les mêmes productions, ni même les mêmes façons de faire de l'agriculture. Donc il faut forcément tenir compte des conditions plutôt climatiques, de l'histoire et d'un certain nombre de choses. Donc à chaque fois, on est coincé. Une autre chose, normalement, c'est la région qui est chargée de la formation. Jusqu'en 2021, c'est nous qui avions l'apprentissage. Alors peut-être que vous avez entendu des petites choses sur l'apprentissage, parce que là, il y a un gros problème. L'État a voulu les récupérer en 2021, ils ont mis de l'argent dessus, et puis maintenant, ils nous disent « Ah bon, on arrête ». Et donc les gens viennent me voir, parce que, eh bien, forcément, ils sont en apprentissage, certains sont en première année, ils n'ont pas fini, et donc l'État dit « On arrête l'année prochaine ». Cette façon de faire un budget tous les ans, budget qui, comme il n'y a aucune autonomie financière, alors un petit peu sur les communes, mais enfin ça doit être 14% si je me souviens bien, la région c'est 8%, donc les collectivités locales, on est complètement liés au budget qui va être voté à Paris.
on ne sait pas à l'avance quel sera notre budget. On peut faire des plans sur la comète éventuellement, mais il faudra les changer. Bon, en gros, pour la région, c'est 40 millions de moins l'année dernière, 40 millions cette année. Ça, c'est la façon dont ça fonctionne. Tous les ans, il faut changer. Encore, un autre exemple, parce que ça, ce sont des exemples concrets. Lorsque le Covid a été fini, l'État a fait des appels d'offres pour que les entreprises puissent directement investir. Et ils ont mis du pognon à craquer. Il y avait des gens qui avaient directement des projets sur étagère. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti le projet. Et là, j'ai appris qu'il y a une entreprise, là, chez moi, elle a fait faillite. Donc, on a investi dans des entreprises qui font faillite. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu se renseigner auprès de la région qui est chargée de suivre l'économie et qu'on le fasse ensemble? Ben non. Et donc, ce fonctionnement-là, vous voyez bien qu'il est inefficace, vous voyez bien qu'il coûte cher, et en fait, c'est une gabegie d'argent public. Alors, c'est pour ça que quand j'avais fait l'article dans Breton, j'avais pris ces exemples-là précis, parce qu'on nous reproche souvent de nous arrêter à la langue et à la culture. C'est important. Alors, je crois que j'y ai un peu participé, à la fois en tant que député, à la fois en tant que conseiller régional. Mais il faut aller plus loin. Il faut expliquer aux Bretons que l'autonomie, alors ce n'est pas l'indépendance, ça on est clair, mais c'est une façon de gérer l'argent public au plus près et de faire mieux avec la même chose. Et je crois qu'il faut être assez clair là-dessus. Alors, quels sont ce que l'État central doit garder? Vous le savez à peu près. L'armée, la justice, les affaires étrangères, le droit du travail globalement, bon, les grands principes, ok, mais le reste. Le reste, c'est l'éducation. Le reste, c'est la mobilité. Le reste, c'est la santé. Le reste, c'est l'économie. Ça devrait être en priorité aux collectivités locales. Alors, soit avec quelquefois des arrangements, puisque par exemple, la région s'arrange avec les collectivités, enfin les communautés de communes, mais certainement pas des choses qui viennent par-dessus notre tête, qui sont faites en fonction d'idées qui sont préconçues à Paris et qui en fait tombent à plat sur le territoire. Alors, ces compétences partagées, comme je vous dis, est-ce que finalement on y arrive mieux quand c'est la région qui s'en occupe? Moi je pense que oui. En tout cas, si je regarde la mobilité, et en particulier la mobilité de ce qui se fait localement, on a réussi à développer avec les communautés de communes un certain nombre de mobilités locales, le transport à la demande, quelquefois des lignes de car, on a augmenté les lignes de TER, et ça, c'est pas l'État qui l'aurait fait. Parce qu'il y a une intelligence collective en Bretagne, et qu'on est capable de se mettre d'accord, quelquefois même quand on est de partis assez différents. C'est ce qu'on a fait par exemple sur la ligne de TER du Sud, où on a augmenté les cadences de TER, il a fallu en acheter effectivement. On a réussi à se mettre d'accord avec toutes les collectivités locales, depuis Quimper jusqu'à Vannes. Donc Quimper, Quimperlé, Lorient, Auray et Vannes. Vous voyez bien que les couleurs politiques ne sont pas les mêmes. On a bien réussi à se mettre d'accord quand même. Donc ça, c'est ce que, finalement, quand on nous laisse faire, c'est ce qu'on est capable de faire. Alors, pourquoi je fais ce mouvement? Parce que je pense que ça, il faut l'expliquer aux Bretons. Parce que globalement, ils ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils restent sur des idées comme quoi, quand on a la même chose pour tous, finalement, on est égaux. Sauf que, d'une part, il n'y a pas la même chose pour tous. Si je prends par exemple les dotations qui sont faites par habitant pour les régions, il n'y a pas une région qui a la même dotation par habitant. Comme quoi, la valeur des habitants ne semblerait pas être la même en fonction des régions. Ça, c'est le système français. C'est-à-dire qu'on nous dit, on fait de l'égalité, et quand tu regardes dans le détail, tu t'aperçois qu'en fait, c'est totalement ubuesque et qu'il n'y a pas d'égalité. Comme disait le général de Gaulle, la France, la passion de l'égalité, le goût du privilège. Et en fait, nous sommes restés dans un État où il y a des privilèges. Alors souvent,
C'est par rapport à la ville-centre. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous dire où trouve-t-on les plus hauts revenus. Quelle est la seule région de France qui a un revenu supérieur à la moyenne européenne? L'Île-de-France. Toutes les autres ont des revenus qui sont en dessous. Et en général, quand il y a quelque chose qui passe à l'Assemblée nationale, je peux vous dire qu'il y a très peu de voix qui s'élèvent pour dire qu'il ne faut pas donner quelque chose à Paris. Très peu. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver finalement à... Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Parce qu'à un moment donné, il faut, je crois, être relativement clair sur les objectifs. On en a un certain nombre, on en a discuté, mais il faudra porter à un moment donné ce combat-là à Paris. Parce qu'il faut bien sûr que la région demande l'autonomie, il se trouve qu'en plus elle le fait, puisque nous avons remis à la région un rapport à Elisabeth Borne, un rapport sur l'autonomie, qui évidemment est resté dans les fonds du sac de la Première ministre. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il nous faudra des députés et des sénateurs qui soient capables de défendre ça à Paris. Parce que sinon, je crains qu'effectivement, ça ne reste un vœu pieux de la part de notre conseil régional, par exemple, mais qu'il n'y ait pas du tout de transposition. Ça aussi, il faut que les Bretons en soient conscients. Est-ce qu'ils en sont conscients aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, c'est tout le rôle que nous avons à faire, c'est-à-dire pas se contenter de parler entre nous, parce que les gens qui sont ici, je pense, sont pour la plupart tout à fait convaincus, mais comment on explique ça aux Français, en leur disant que la véritable égalité, c'est pas celle où on donne la même chose à tout le monde, mais c'est celle où on tient compte des conditions particulières pour que les handicaps ne soient plus un handicap. Alors, moi, je dirais, ma pratique à l'Assemblée nationale, c'est qu'il faudrait effectivement que nous arrivions à changer un jour la Constitution, pour inscrire la Bretagne dans la Constitution. Pourquoi je dis ça? Parce que normalement, les régions sont dans la Constitution. Oui, mais pas la Bretagne en tant que telle. Et vous savez qu'il y a des gens qui plaident pour qu'on supprime les régions. Et que malheureusement, ils ont un nombre de voix qui n'est absolument pas négligeable. Donc, le mettre dans la Constitution, faire un partage des compétences claires aussi directement dans la Constitution, parce que sinon, on peut très bien avoir une loi qui défait ce qu'une autre loi a fait. Et une fois qu'on a mis ça dans la Constitution, on peut mettre aussi la co-officialité de nos langues, tant qu'on y est, ce serait pas mal. Alors évidemment, il y a un certain nombre de gens qui ne seront pas d'accord, mais si nous ne le disons pas, personne ne le dira. C'est clair. Et comment je vois l'autonomie? Je vois l'autonomie dans l'autonomie fiscale des élus qui sont élus, et il y a un certain nombre de maires qui sont ici, j'en vois quelques-uns, qui sont élus sur un programme avec des impôts qu'ils peuvent eux-mêmes monter et faire descendre. C'est tout simplement l'autonomie. Ils ont un projet, ils se présentent devant leurs électeurs, et après, ils ont une fiscalité qui leur permet de mettre en place ce projet. C'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, je me demande si on n'appelle pas ça la démocratie. Ce qui est valable pour les communes, sont valables aussi pour les départements et pour la région. Et il y a quelque chose. Comment est-ce qu'on a recentralisé? Parce qu'il y a eu 1983, les lois de décentralisation, etc. Comment le pouvoir central a-t-il fait pour recentraliser? Il a enlevé toute l'autonomie des différents impôts. La taxe professionnelle a disparu. La taxe habitation. Là, il s'attaque à la CFE et à la CVAE. Donc on voit bien qu'après, qu'est-ce qui reste? Les dotations qui sont votées à Paris. Donc, vous pouvez que dire amen. Et puis la deuxième chose, c'est là où, tout à l'heure, tu as dit que carrément, il s'immisçait dans nos vies, y compris chez nous.
Ben oui, parce que la réglementation, aujourd'hui, elle s'occupe de tout. De tout. Il n'y a pas un espace où il n'y a pas... il y a finalement laisser les gens s'organiser. Ah non, ça n'existe pas en droit. Donc il faut que tout soit prévu. Et le problème, c'est que la réglementation, elle est écrite où, croyez-vous? À Paris, dans les ministères. En fait, nous, on est les élus du peuple. La plupart du temps, les lois qu'on nous donne, sont déjà écrites dans les ministères. On les discute, on les vote. Et puis après, il y a tout le règlement d'application de la loi, ce qu'on appelle le réglementaire. Et alors ça, c'est écrit directement dans les ministères. Et je peux vous dire qu'on n'en voit pas la moitié. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on remonte dans les ministères, dit mais qu'est-ce que vous avez marqué là? Je me souviens une fois, j'avais une discussion avec un haut fonctionnaire. Alors je lui ai dit mais vous vous rendez compte, ce que vous nous avez fait là, c'est inapplicable sur le terrain. Et il me dit, ah ben je comprends pas, c'est conforme au droit. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Et ce manque de pratique qu'ils ont, cet éloignement par rapport au terrain, parce qu'en fait, les hauts fonctionnaires qu'on a aujourd'hui sont des gens qui font les nains et qui font droit. Ce ne sont plus des ingénieurs comme dans les années 60 qui faisaient des projets. Donc, ils font de la norme. Ils sont payés pour ça. Et j'avais un collègue qui a posé la question. Il y a à peu près 50 ans, on en avait 25 000. Aujourd'hui, on en a 75 000. Et certains disent que les fonctionnaires ne travaillent pas. Et je vous assure, ceux-là, ils travailleraient un peu moins, on serait très contents. Donc, ce pouvoir réglementaire, alors, il doit être, dans certains cas, donné directement aux collectivités locales. C'est-à-dire que ce soit eux qui fassent leur propre règlement. C'est déjà un peu le cas pour l'urbanisme, même s'il faut tenir compte d'un certain nombre de choses qui viennent d'en haut. Et puis, il faut que ce règlement, à chaque fois, il puisse être, même quand il est fait là-haut, qu'il puisse être adaptable. Aujourd'hui, le seul qui puisse adapter le règlement, c'est le préfet. Et le préfet, avant d'adapter le règlement, il demande à qui, croyez-vous? Au ministère de l'Intérieur. Donc, il y a une double censure, quelque part. C'est le préfet, et en plus, il demande l'avis, sauf quand, quelquefois, il se sent un peu plus libre, et donc, éventuellement, il prend quelques largesses. Donc, c'est le règlement, l'autonomie financière, et derrière, c'est ce que ont toutes les régions qui ne sont pas les nôtres. Parce que quand vous regardez les systèmes qui sont autour de la France, Espagne, autonomie régionale, Pays Basque, Catalogne, Andalousie, même la Rioja, qui est une petite région, a son propre statut. L'Italie, c'est pareil. Les îles, le Val d'Aoste, le Trentin, le Frioul. Donc, ils ont des autonomies régionales. L'Allemagne est un pays fédéral. La Belgique, vous connaissez aussi. La Confédération helvétique aussi. Le Royaume-Uni, en 1999, d'évolution. L'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Où reste-t-il un pays centralisé qui est malade? La Turquie, oui, on est d'accord. Mais il s'est monté sur le même modèle que le français. Et Atatürk disait qu'il avait pris exemple sur l'État français. C'est pour ça que les Kurdes ne sont toujours pas reconnus là-bas non plus, comme nous autres les Bretons. Juste une aparté, mais il y a eu une loi sur l'Alsace pour que l'Alsace sorte du Grand Est. Et donc, j'ai dit que nous étions les peuples premiers de l'Hexagone. Ça n'a pas plu à certains, je comprends pas. Donc, c'est le but qu'il faudrait se faire. Alors, et après, eh bien, la question, c'est bien sûr, et c'est ce qui m'obsède depuis un certain temps, pour vous dire les choses clairement, et je crois que ces obsessions ne sont pas que les miennes, mais celles de quelques-uns, c'est comment on réussit à convaincre, non pas l'EMSAO qui est déjà convaincu, mais les 71% des Bretons qui disent qu'ils seraient d'accord pour l'autonomie. C'était le fameux sondage qui est sorti. Et donc, je ne sais pas si je vous ai convaincu avec mes quelques exemples et si mes propositions vous agréent, mais il me semble qu'en développant ce genre de choses, en le faisant, en le disant, eh bien, on peut effectivement convaincre les Bretons que ce système-là n'est pas dangereux pour eux,
que ça n'a rien à voir avec l'indépendance et qu'au contraire, tout simplement, ils seront beaucoup moins infantilisés et prendront leur destin en main. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ces 71%, comment on peut y arriver? Ben, je pense qu'on peut y arriver si on s'y met tous d'abord, si on explique ce que c'est, si on fait du repostage, des choses comme ça, parce qu'on a vraiment besoin de ce mouvement-là. Pourquoi on en a besoin? Parce qu'en face, on a quand même des grands médias parisiens qui sont un peu ignorants de ce qui se passe, voire qui ont des idées un peu préconçues. Comme quoi nous serions un peu bretons, un peu arriérés, voire un peu d'extrême droite, voire, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, c'est enfin, pour moi, l'élément essentiel. Il faut qu'on sorte des petits milieux où nous sommes, même s'ils sont très utiles, même s'ils ont fait beaucoup, même si ce sont eux qui portent la culture et la langue bretonne, mais il faut absolument qu'on sorte de l'entre-soi. Et c'est comme ça qu'on réussira à mettre en place un nouveau système d'organisation lié à l'autonomie. Est-ce que nous sommes seuls? Parce qu'on pourrait penser que, bon, finalement, on est quelques brisous comme ça en Bretagne. Ah non, on n'est pas seul. On n'est pas seul parce qu'il y a les Corses, déjà, qui, eux, ont déjà pas mal d'avancées par rapport à nous. Hein. Ils ont quand même... D'abord, ils sont au pouvoir en Corse. La région a largement demandé l'autonomie déjà depuis plusieurs temps. Alors, c'est toujours délicat parce qu'il faut changer la Constitution et ça tarde. Mais le message, il est clair. Nous, on marche sur ces pas-là. Et même en France, il y a quand même un certain nombre de gens qui se posent des questions. Vous avez peut-être entendu parler de Jean-Luc Borloo qui expliquait que ça ne pouvait plus fonctionner comme ça. Il y a même des gens à droite, Valérie Pécresse par exemple, qui a dit que elle n'est pas contre l'autonomie de l'Île-de-France. Moi non plus, honnêtement. S'ils pouvaient s'occuper de leurs affaires, ce serait très très bien. Donc, Valérie Pécresse, il y en a eu d'autres. Xavier Bertrand. Ce qui veut dire que ça bouge, mais souvent, ça reste sous le boisseau. Pourquoi? J'avais posé la question une fois à un éminent socialiste important parisien, et il dit « Ah oui, mais ça, on n'en parle pas. Parce qu'on n'est pas d'accord entre nous, donc on va s'engueuler. » Donc en général, les grands partis parisiens ne parlent pas des choses où ils se foutent un peu sur la gueule, pour dire les choses clairement. Du coup, ce qui a fait que nos petites histoires, nous, l'autonomie, la langue, etc., non, on n'en parle jamais. Et donc rien n'avance. Donc c'est pour ça, quelquefois, qu'il faut quelques aiguillons pour pousser un peu tout le monde et pour les faire avancer. Alors, un certain nombre de camarades m'ont dit qu'il fallait qu'on aille là-dessus. Je crois qu'ils sont venus me chercher. Et j'ai un peu hésité quand même. J'ai un peu hésité parce que je ne me sens pas forcément une âme de leader. Mais je me suis dit que si je ne le faisais pas, nous perdions peut-être une fenêtre de tir importante. Et que je pense que c'est bon pour les Bretons, ils ne le savent pas encore. Et je pense que c'est bon pour eux. Et que c'est bon pour nous. Et que c'est cette façon-là qu'on doit faire. Libre à nous, après, de crocher dedans ou pas. Alors je crois qu'on a commencé à travailler, alors ça fait pas très longtemps parce que on a voulu que d'abord les élections municipales passent, et on s'est dit donc on va commencer à structurer un mouvement. Le mouvement, il n'est pas contre les autres, hein, il est plutôt pour faire avec les autres.